Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte pour parler des samouraïs, et pas la sauce samouraï qui n'a rien à voir. D'ailleurs j'en profite pour vous remercier pour vos retours sur la vidéo des abysses, ça m'a permis d'améliorer quelques petites choses pour la suite, donc merci beaucoup. Je vous laisse sans plus attendre avec cette nouvelle vidéo découverte, bon visionnage. Connus dans le monde entier pour leurs katanas et leurs armures reconnaissables parmi tant d'autres, depuis toujours de nombreuses personnes sont admiratives des samouraïs. Personnellement, depuis tout petit. Voilà. Et vous allez voir que c'est une caste guerrière japonaise entourée de mystères. Alors pour commencer, le mot samouraï veut littéralement dire celui qui sert. Et justement, ces guerriers servaient des daimyo, des seigneurs, dans l'ancien Japon. Les premiers samouraïs ont vu le jour au 6e siècle, et c'était au début des artisans, ou même des paysans, qui en cas de guerre combattaient pour des seigneurs en échange de riz. Jusqu'en 1600, ils étaient les garants de la sécurité du territoire. Et en plus de ça, ils apportaient une aide administrative et économique. C'était donc de véritables piliers dans la société de l'époque. Ils sont même rapidement devenus des acteurs incontournables du pouvoir au sein de la société. Ce pouvoir n'a fait que se renforcer après avoir repoussé les tentatives d'invasion mongole au XIIIe siècle. Pour ceux qui ont la rêve, Ghost of Tsushima. À partir de 1603, l'Empire japonais a presque connu 250 ans de paix. Un développement impressionnant, une culture florissante et des arts d'un raffinement exceptionnel. Cette époque est appelée l'ère Edo. Durant cette époque pacifique où les samouraïs ne se consacraient plus pour leur art premier, qui est l'art du combat, se sont consacrés à de nouveaux arts comme l'écriture, la peinture, la poésie ou même la cérémonie du thé, qui est une cérémonie à part entière. Malgré tout, certains sont restés des guerriers et ils étaient chargés de veiller à la sécurité des personnes, mais aussi des biens. On peut prendre l'exemple de Edo, l'ancienne Tokyo, où pas moins de 250 samouraïs étaient uniquement là pour faire régner l'ordre. Mais malheureusement, au XVIIIe siècle, les samouraïs qui n'étaient plus très actifs au combat ont vu leur prestige grandement diminuer. À tel point qu'à la fin de l'ère Edo, en 1868, le nouvel état japonais a supprimé la classe des samouraïs. Cette classe jadis tant respectée ne disposait plus de statut privilégié dans la pyramide sociale et économique nippone. Néanmoins, jusqu'au XXe siècle, les anciens samouraïs et leurs descendants ont été réinsérés dans les domaines militaires, bancaires et industriels. On estime d'ailleurs que c'est en partie grâce à eux que le Japon est devenu en à peine un demi-siècle la deuxième économie mondiale. On estime qu'à cette époque, environ 20% d'anciens samouraïs ou de leurs descendants occupent des fonctions de dirigeants dans les domaines politiques, économiques et administratifs. Ce phénomène pourrait s'expliquer par l'application des principes de la philosophie samouraï dans ces domaines. Et ça nous fait justement une très belle transition pour parler de l'apprentissage de ces guerriers. L'apprentissage commençait dès l'enfance du futur samouraï. Dès son plus jeune âge, on lui apprenait les arts martiaux, et il était aussi éduqué à certaines valeurs guerrières. Dans la tradition, l'apprenti était soumis à une discipline très stricte. Déjà, on peut noter que l'enfant était enlevé très tôt à sa mère. En plus de ça, il ne devait jamais être inactif, et surtout, toute forme de confort était interdite. À l'âge de 5 ans seulement, l'enfant recevait son premier sabre. C'était une lame de petite taille et non aiguisée. À 7 ans, il recevait ses premiers cours de calligraphie, de tir à l'arc, de chasse, et il continuait les arts martiaux. À 15 ans, le jeune guerrier recevait le sabre, qui le faisait devenir samouraï, et il devait le garder toute sa vie. On reviendra un peu plus tard dans la vidéo sur les armes des samouraïs, pour l'instant on va continuer sur leur apprentissage. La loyauté et le sens du devoir que possédaient ces guerriers étaient tels que s'ils perdaient une bataille, que si le seigneur mourait, ou même s'ils estimaient immoral un ordre qu'on leur avait donné, ils préféraient se donner la mort. C'est ce qu'on appelle le seppuku ou harakiri. C'est une tradition pour rendre la mort du samouraï honorable. Le guerrier vêtu de blanc s'agenouillait face à un public choisi et restreint, suite à quoi il s'ouvrait l'abdomen sur sa gauche à l'aide d'un wazizashi. Cela avait pour but de libérer son âme. Ce rituel terriblement douloureux était bien souvent interrompu par un ami du samouraï qui le décapitait au katana. Oui, cela permettait d'abréger les souffrances plus rapidement. Ce rituel faisait partie du code d'honneur des samouraïs, ce qu'on appelle le bushido. Et d'ailleurs, ce code était tourné vers 7 grands axes. Tout d'abord, Jin, qui symbolise la bienveillance, la grandeur d'âme, la compassion et la générosité. Ensuite, nous avons Makoto, qui symbolise l'honnêteté et la sincérité. Il y a aussi Suji, qui est là pour montrer la loyauté envers son maître. Meiyo, qui signifie faire honneur à sa réputation. Yu, qui symbolise la valeur et le courage. Rei, pour le respect et la politesse, et pour finir, Ji pour la rigueur. En suivant ce code, le samouraï faisait preuve d'une grande maîtrise de lui-même, d'une connaissance de ses possibilités, mais aussi d'absence de peur et d'acceptation de la souffrance. D'ailleurs, il y a aussi la méditation, qui faisait partie de l'entraînement et de la discipline du samouraï. En plus de pratiquer le bouddhisme zen dans toute son expression, le guerrier faisait des exercices de méditation avant de commencer sa journée. Cela permettait une concentration extrême des guerriers, à tel point qu'on raconte qu'ils pouvaient développer un 6e sens. Pour finir sur l'apprentissage, on peut aussi parler de leur aptitude à se battre. Un samouraï devait, en plus de bien savoir monter à cheval, manier à la perfection le sabre, l'arc, une quarantaine d'armes,
rien que ça, mais aussi d'apprendre les différentes techniques de combat et d'arts martiaux. Les deux techniques de combat à main nue les plus pratiquées étaient le Jijutsu et le karaté. Le Jijutsu est basé sur la souplesse, c'est-à-dire éviter l'attaque frontale pour contrôler un adversaire plus puissant. Cela a donné naissance à un ensemble de techniques, d'évitement, de canalisation de la force adverse, mais aussi d'immobilisation des adversaires grâce au contrôle des points vitaux et des articulations. Le karaté, quant à lui, était beaucoup plus utilisé pour se défendre, contrer une attaque avant de répondre à celle-ci en utilisant différentes parties du corps. On retrouve les mains, les avant-bras, les pieds, les coudes, mais aussi les genoux. Comme vous avez pu le voir, les samouraïs avaient un apprentissage bien particulier, mais c'est ce qui faisait d'eux les guerriers qu'ils étaient. Et d'ailleurs, dans tout ça, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la vie du samouraï. Alors déjà, il faut savoir que les samouraïs devenaient guerriers de père en fils. Mais qu'en était-il de la sphère privée de ces guerriers? Pour parler de ça, on va déjà commencer avec le foyer du samouraï. Le logement était un lieu assez particulier, parce que c'était dans celui-ci que se déroulaient les événements les plus marquants de la vie de ces guerriers. La naissance, le rite initiatique à l'âge adulte, mais aussi sa vie de couple, ou alors le décès, s'il n'était pas déjà mort sur le champ de bataille. Et dans tout ça, on peut aussi parler de quelque chose de très important, c'était la femme du samouraï. Même si leur rôle premier était de s'occuper des enfants et de leur mari, elles avaient un statut très élevé dans la société. Des lois les autorisaient à contrôler les finances, léguer des biens, mais aussi d'élever leurs enfants seuls si leur mari était mort au combat. Et il a d'ailleurs existé des femmes guerrières comme les Onabugeisha. Certaines ont marqué l'histoire du Japon et même acquis un statut de légende, comme par exemple Tomoe Gozen. Mais ça, on en parlera peut-être dans une future vidéo, à vous de me dire dans les commentaires. Il y a aussi quelque chose d'assez fou, c'est que les femmes devaient tolérer les relations extra-conjugales de leur mari. Ouais. Il était totalement naturel et habituel que ces guerriers conservent une ou plusieurs concubines en plus de leur épouse officielle. En bref, des gros ces samouraïs. Et généralement, les concubines vivaient dans les dépendances du domicile conjugal, tout en prenant soin des enfants du samouraï. Ouais, un beau bordel quand même. Et non les gars, tromper sa copine ne veut pas dire être un samouraï. Pas du tout. Néanmoins, l'amour et la sexualité ne se mélangeaient jamais avec le devoir du samouraï. Les guerriers devaient savoir contrôler leur passion en cas de conflit, quel qu'il soit, et étaient obligés d'offrir leur vie à leur seigneur avant de l'offrir à une femme. Le devoir prévalait toujours sur la sphère personnelle. Et pour finir, on peut parler d'une journée type d'un samouraï. Alors il faut savoir qu'à la première heure, le guerrier se levait dès l'aube, il vérifiait son armure et prenait un bain d'eau presque glacé. Pendant ce temps, sa servante lui préparait un bol de thé vert et un petit déjeuner. Une fois le bol de thé fini, le samouraï sortait du bain et restait parfaitement immobile pour que l'air frais lui sèche le corps. Ensuite, le guerrier s'habillait pour commencer sa journée. Journée composée de pratiques d'arts martiaux, de maîtrise du sabre, de tir à l'arc, mais aussi du développement des arts tels que la poésie, du théâtre, de la calligraphie et encore beaucoup d'autres. D'ailleurs, je viens de vous parler de la maîtrise du sabre, une chose plus qu'importante pour la vie de ces guerriers. Le samouraï naît, vit et s'instruit par le combat et la discipline des armes. Un proverbe japonais affirme d'ailleurs que l'âme d'un samouraï était nichée directement dans son sabre. Le guerrier avait souvent deux sabres. Le katana qu'il recevait à l'âge de 15 ans, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, avec une courbure et une longueur d'environ 60 cm, ce sabre était anciennement considéré comme la meilleure épée du monde. Mais avant de vous en parler un peu plus en détail, on va vous parler du tanto qui était le deuxième sabre. Lui était 2 fois plus petit, donc environ 30 cm, et il était utilisé pour le rituel du harakiri. Mais il pouvait aussi servir pour les assassinats, ou même les combats rapprochés. Bon, du coup, pour revenir au katana, il faut savoir qu'un forgeron pouvait travailler jusqu'à 15 jours dessus. Et vous allez sûrement vous demander, mais pourquoi autant de temps? Simplement parce que la création du katana était un rituel bien spécial au Japon. Déjà par son choix de matière première. L'acier qui était utilisé avait une forte teneur en carbone. Et encore une fois, vous allez vous demander, mais pourquoi? Justement, la haute teneur en carbone lui permettait son extrême dureté. Le forgeron travaillait ensuite l'acier en le portant à haute température et en le plongeant dans l'eau froide. Et il répétait ça plusieurs fois de suite jusqu'à obtenir un bloc homogène. Ensuite, on passe à l'étape de la trempe. Le dos et les flancs de la lame étaient protégés pour refroidir plus lentement et ainsi donner une certaine souplesse. Alors que le tranchant, lui, n'était pas protégé pour justement refroidir très rapidement et acquérir son extrême dureté. La fabrication se terminait alors par le polissage de la lame qui donnait cet aspect abouti et esthétique que l'on connaît des katanas. Si jamais vous voulez encore plus d'informations sur les katanas et leur conception, Dr Nozman avait fait une vidéo à ce sujet où il explique tout en détail durant 15 minutes. Donc je vous invite à aller voir si jamais vous voulez en savoir plus. Mais attends Romain, les samouraïs maîtrisaient que le katana? Eh bien non, ils maîtrisaient aussi la lance, l'arc et une quarantaine d'autres armes. Je vais pas vous faire toute la liste, ça peut être très très long. Et en plus des armes, le samouraï avait évidemment une armure. L'armure était comme sa seconde peau, oui, même si elle pesait entre 20 et 30 kilos. Elle était conçue pour être la plus belle et la plus résistante, tout en nuisant le moins possible à sa mobilité. Bientôt des armures de samouraï à la Fashion Week.
Des ornements étaient utilisés pour personnaliser l'armure au goût du samouraï. Le kabuto en particulier pouvait prendre des formes et des tailles diverses. Il pouvait être décoré d'un emblème familial, d'un croissant de lune ou même de cornes de vache ou de cerf. Un autre accessoire très utilisé était le mempo, qui avait souvent une expression féroce pour accentuer l'aspect intimidant du samouraï. Bon mais du coup, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, l'appellation et la classe samouraï a disparu sous l'ère Edo en 1868, notamment à cause de l'ouverture du pays au reste du monde et par conséquent son industrialisation. Mais du coup, que sont devenus les descendants de ces redoutables guerriers aujourd'hui ? Leurs descendants sont certes toujours là, mais sans le titre autrefois honorifique de samouraï. D'ailleurs, il faut savoir aujourd'hui que beaucoup de familles japonaises qui sont aisées sont directement issues d'une lignée de samouraïs. Mais du coup, même s'il n'en existe plus aucun réellement, on considère que le Bushido, le code des samouraïs, est encore très présent dans l'organisation sociale et économique du Japon. Les relations d'affaires, les notions de confiance, de respect et d'harmonie sont directement fondées sur ces principes. Les samouraïs ont marqué l'histoire du Japon et ils continueront de marquer les esprits encore de nombreuses années à travers le monde. Il y a plusieurs histoires comme celle du dernier samouraï ou même celle des 47 ronins que je n'ai pas abordées dans cette vidéo, mais si vous souhaitez que je fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!